Chapitre 5. Rêve ou rêverie? Quelques années passèrent, la guerre venait de se terminer. Je suivais à Paris des études de droit et donnais des cours d'histoire dans un collège de banlieue. Le présent, comme l'avenir, m'apparaissait sans intérêt. J'allais parfois en Bretagne où je possédais quelques biens hérités de ma mère. Un manoir du XVIe siècle, un peu délabré, un moulin et quelques terres bordant une rivière. Un jour où je longeais cette rivière, où la nature était particulièrement belle et l'eau paraissait du cristal liquide, je pensais qu'il était illogique de continuer des études qui m'ennuyaient alors que je pouvais rêver d'un avenir à la campagne différent de celui auquel je m'étais cru destiné. Était-ce un rêve ou une éventualité? Cela dépendrait de moi. Pour pouvoir répondre à cette interrogation, je commençais à interroger les gens et à m'informer auprès d'experts sur le sujet suivant. Que pourrais-je faire pour gagner ma vie à la campagne? L'un disait « créer une vinaigrerie. Le vinaigre de cidre, c'est l'avenir. » Un autre proposait « monter une laiterie industrielle. On boira toujours du lait. » Un troisième déconseilla la suggestion des deux premiers. La vinaigrerie parce qu'à force de donner des primes à l'arrachage des pommiers, on pourrait bien manquer de matières premières. Quant à la laiterie, parce que le lait n'était pas la boisson dominante en Bretagne. C'était vrai. En outre, il ne me conseillait rien si ce n'était peut-être un élevage, mais lequel? Il restait vague sur ce point. Quant à ma grand-mère, elle me proposait la patience. Oh, j'en avais. La prière. J'y croyais encore un peu. Et pour le moment, elle offrait de subvenir à mes modestes besoins « jusqu'à ce que tu trouves ta voie, mon petit Walde », disait-elle. J'étais au point mort de mes recherches quand la situation se mit à évoluer. Le directeur de la succursale locale d'une banque dans laquelle j'avais ouvert un compte connaissait ma famille et me paternalisait un peu. C'était magnanime de sa part, car l'état chroniquement débiteur de mon compte aurait pu lui inspirer de l'inquiétude. Il me paraissait ne pas s'en soucier. Non, pas vraiment. Et se contentait de me dire « Mon cher monsieur de Rechef, voyons, il faudrait régulariser la situation. Ce n'est pas très sérieux, ce découvert. Ça vous coûte de l'argent. » Et il produisait en même temps un petit bruit réprobateur. Tss, tss, tss. Bruit de la langue sur le palais et destiné à ponctuer ses observations. Heureusement, les sanctions possibles restaient jusqu'à présent dans le vague, et je conservais mon optimisme et mon compte débiteur. Au cours d'un entretien, je lui citais par hasard le nom d'un ami qui faisait partie de la direction générale de cette même banque à Paris. Sur le moment, il ne me fit à ce sujet aucune remarque. Mais le surlendemain, du plus loin qu'il me vit, il vint vers moi, me serra longuement la main et m'invita à entrer dans son bureau. C'était la première fois. Il m'y fit asseoir,
referma la porte, et après quelques banalités, parut s'apercevoir que nous n'étions pas en réunion mondaine, et sans transition me demanda des précisions sur ce qu'il appela ma surface. J'appris avec intérêt le terme et sa signification. J'avais donc une surface, mais je pense qu'il la trouva modeste car il ne parut pas impressionné par mes réponses et n'insista guère. Il m'interrogea plus longuement sur mes études, mes projets, mes ambitions, etc. Et enfin, il me dit avec un certain trémolo dans la voix: « Vous savez, monsieur Desrochefs, j'ai toujours pris très à cœur votre réussite. Je m'en occuperai personnellement. Revenez me voir demain. Je veux vous faire rencontrer quelqu'un qui pourrait bien vous être utile. » Puis il consulta sa montre, se rappela soudain qu'il avait un rendez-vous et se leva pour clore l'entretien. Le nom de mon ami n'avait pas été mentionné au cours de cette conversation, mais il le fut plus tard, et mon nouveau protecteur m'apprit qu'il figurait en bonne place dans ce qu'il appelait le légumier, c'est-à-dire le cercle étroit des gens qui gravitaient autour de la direction générale de la banque. Je ne fis pas de commentaire, et lui non plus. Quand je me présentai le lendemain à l'heure convenue à la banque, le directeur était seul dans son bureau. Il excusa l'absence de cette personne qu'il voulait me faire connaître. Il avait pu la joindre au téléphone. Elle avait un engagement antérieur et regrettait de ne pouvoir être présente. Il m'en parla et m'en fit l'éloge. « C'est un ingénieur français, me dit-il. Il a eu l'occasion d'apprendre le métier de salmoniculteur aux États-Unis et rentré en France, il a créé et exploite depuis quelque temps l'une des premières piscicultures industrielles de la région. Son affaire est bien menée et ses résultats sont prometteurs. Je lui ai parlé de vous et il est tout disposé à vous faire part de son expérience. » Je le remerciai et reçut le conseil de prendre rendez-vous pour visiter l'affaire et de revenir pour faire le point sur le sujet. Pour mon interlocuteur, c'était déjà un projet dans la mesure où cette idée venait de lui et son optimisme était communicatif. Je fis donc ce qu'il me conseillait, mettant ainsi pour la première fois la main dans un engrenage dont à l'heure où j'écris, je ne suis pas encore vraiment sorti. Je pris donc rendez-vous et je m'y rendis. Ce soir-là, j'éprouvais des difficultés à m'endormir. J'avais été bien reçu, puis j'avais visité, écouté, rencontré. J'avais vu sauter et nager des dizaines de milliers de poissons, apprécié la méthode, la propreté et l'ordre évident qui régnait dans cette exploitation. J'avais humé l'odeur iodée de poissons frais des aliments pour truites. J'avais rêvé devant ces chutes d'eau tombant dans des bassins longs comme des rivières, où grouillaient des poissons. J'avais parlé de mes projets, j'avais vu les expéditions, les emballages, le personnel, les camions, et j'avais décidé de faire un stage. Interrogé à ce sujet et obtenu une réponse favorable, il ne me restait plus qu'à fixer les dates. J'étais un peu abasourdi par tout ce que je venais de voir et que je transposais à mon usage. J'étais comme un boxeur qui vient de recevoir un coup inattendu et ne peut pas réagir. Je m'endormis
et je vis en songe 1 million de truites qui me dévisageaient et qui paraissaient sourire.